pour la première fois, des soldats ukrainiens remettent en cause ce qu'on entend beaucoup depuis quelques jours. Ils disent la contre-offensive russe a déjà commencé. La relance de l'offensive russe a déjà commencé. On en entend beaucoup parler depuis quelques jours de cette offensive russe et beaucoup l'annoncent, certains pour le 24 février, premier anniversaire entre guillemets de l'invasion russe, d'autres pour le printemps. Or, de toute évidence, on a sous les yeux cette offensive russe, cette relance de l'offensive russe qui a déjà commencé. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le général Jean-Paul Perruche. Bonsoir général Perruche, merci d'être avec nous. Ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. J'ai le plaisir d'accueillir Galia Ackerman. Bonsoir Galia, directrice de la rédaction du média en ligne Desk Russie. Bonsoir Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Éditorialiste et chargé de ces questions de défense et de stratégie au quotidien L'Opinion. Et Chloé Ridel. Bonsoir Chloé Ridel, vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau. C'est un laboratoire d'idées de la reconstruction républicaine et écologique, je le dis court, mais il y a aussi une vision stratégique des choses et c'est vous qui incarnez cette vision. Oui, il se passe des choses et il est temps d'y voir clair, nous disent des soldats ukrainiens sur le front. Et on sent bien que quelque chose se passe ces dernières heures. L'offensive russe dont on parle tant, elle a déjà commencé, nous disent-ils, on l'a sous les yeux. Il est temps de regarder la réalité en face. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. La mobilisation, l'offensive russe, a déjà commencé. Qui le dit précisément ? Eh bien, ce sont les premiers concernés, les soldats ukrainiens eux-mêmes qui sont en première ligne dans le Donbass. Vous allez écouter ce soldat abattu, épuisé, presque en colère devant ceux qui s'interrogent encore. Écoutez-le. Друзі, що відбувається? В усіх засобах масової інформації, на всіх інтернет-ресурсах постійно розганяється інформація про те, що буде наступ, там сумасшедший. І якось мимо проходить уваги того, що наступ уже йде. En clair, il pense que l'on sous-estime aujourd'hui ce qui est en train de se passer, l'afflux de combattants russes, la multiplication également des fronts par Moscou. Écoutez-le. І наступ серйозний в районі Бахмута, там Соледар, Вугледар, на Авдіївку. Все, що було зрозуміло, все, що є боєспособне, вони кинули на цей напрямок. Самі вирішальні бої зараз уже тут і зараз йдуть. Друзі, ситуація там тяжка, досить таки тяжка, але і наразі тактику, яку вони опробували там в Солідарі, наразі вони застосовують і по лінії зіткнення, тому що бронетехніки мало, м'яса багато. Est-ce que d'autres informations, est-ce que d'autres observateurs confirment que cette relance de l'offensive russe, on l'a effectivement sous les yeux dès maintenant ? Oui, selon l'expert militaire américain Michael Kaufman, la Russie a probablement doublé le nombre de ses soldats depuis octobre. Kirilo Budanov, le nouveau ministre de la Défense, ancien chef des renseignements ukrainiens, va encore plus loin. Selon les dernières estimations ukrainiennes, environ 326 000 combattants russes sont actuellement en Ukraine. Pour bien prendre l'ampleur de ce chiffre, ils étaient 125 000 déployés au début du conflit pour prendre l'ensemble du pays. Il serait donc entre 250 000 et 326 000 aujourd'hui, essentiellement concentrés sur 250 km de front. Mais est-ce que ça se traduit dès maintenant par des avancées pour la Russie ? Bien, en tout cas, elle revendique des victoires. Cet après-midi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, parle effectivement de succès. Les combats évoluent avec succès dans les zones de Bakhmout et de Vuhledar. Moscou revendique d'ailleurs la prise de 7 localités autour de Soledar. Mais les Russes ne sont pas les seuls à le dire. Les renseignements britanniques, toujours très bien informés dans ce conflit, l'établissent eux aussi. Et ils pointent ce matin 3 gros axes d'avancée. Ce sont ces 3 flèches rouges que vous voyez ici. Un axe au nord, qui est dans la région de Louhansk. Les Russes gagnent du terrain autour de Kremina, en direction de cette ville Liman, ville symbole, parce qu'elle a justement été reconquise par Kiev en septembre
Deuxième axe, il est tout au sud, sur cette carte, dans la région de Donetsk. Moscou avance aussi à Vuhledar. On voit cette grande zone, cette zone ici jaune qui est disputée. Et puis au milieu, le troisième axe, celui dont on parle le plus, évidemment, Bakhmout. Et ce soir, on peut le dire avec certitude, les Russes contrôlent la moitié de la ville, la moitié est, et ils continuent d'avancer par le sud et par le nord. Et la nouveauté, on y faisait allusion dès hier, c'est que de plus en plus de voix s'élèvent là-bas pour demander un retrait pur et simple des forces ukrainiennes. On en parlait hier, des unités sur place qui ont été rencontrées par le reporter du Monde, Rémi Ourdan, le réclament. Toute l'armée, jusqu'à l'état-major, pense depuis des semaines qu'il faudrait évacuer Bakhmout. Pavlo Kyrylenko, le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, le laisse aussi entendre avec cette petite phrase. Les soldats ukrainiens ne seront pas utilisés comme de la chair à canon pour tenir, coûte que coûte, la ville. De toute évidence, face à cette offensive russe qui est déjà en cours, on comprend que le sort de la ville ne tient plus qu'à un fil. Merci, Justine. Général Perruche, est-ce qu'on n'a pas voulu voir que cette offensive russe, dont on parle tant, mais comme étant une possibilité dans le futur, on l'avait sous les yeux? Il me semble, écoutez, qu'à partir du moment où Vladimir Poutine était engagé dans une sorte de fuite en avant, à la suite de ses mauvais résultats sur la première phase de l'offensive, et qu'il avait mobilisé autant de gens, il allait les utiliser à un moment donné. Alors les spéculations tournaient autour de quand est-ce qu'il va les engager. C'était ça. Et en fait, on voit qu'il en a engagé tout de suite, je crois à peu près 100 000, pour compenser les pertes et donc le déficit du rapport de force qu'ils avaient à ce moment-là. Je parle de septembre, octobre, novembre, début novembre. Hein, et le reste était à l'entraînement. Et on prétendait, on pensait qu'il faudrait au moins 3 mois, 4 mois pour former ces gens-là et les rendre opérationnels. En fait, comme le président russe, semble-t-il, n'attache pas une grande importance à la valeur des vies humaines, individuelles, il n'hésite pas à les engager plus tôt. Pourquoi plus tôt? Parce que précisément, il voit bien que les Ukrainiens vont se renforcer dans les temps à venir et qu'il y a sans doute une fenêtre d'opportunité pour essayer de grignoter un peu plus de terrain. D'où, d'abord, premier temps, l'offensive Wagner sur Bakhmout et Soledar, et puis renforcée maintenant par un certain nombre d'unités, y compris d'unités d'élite d'ailleurs, pour saisir précisément ce créneau d'opportunité et gagner du terrain. Ceci étant dit, pour moi, ce n'est pas du tout une offensive à portée stratégique qui va complètement renverser les Ukrainiens, parce que je ne doute pas que le général Zaloujny ait suivi ça de chef d'état-major ukrainien ait suivi l'évolution de la situation, bien renseigné qu'il est aussi sur les mouvements de troupes vers le front par divers services de renseignement. Et donc, je pense qu'il maîtrise assez bien la situation. Oui. Simplement, lui, il est dans une logique de préservation du capital humain, de ses forces, parce qu'il envisage toujours une contre-offensive lorsqu'il aura récupéré les armements et les munitions nécessaires. Bon, je reste sur la question principale qu'on pose. Est-ce qu'à force de s'imaginer la relance de l'offensive russe dans quelques semaines, dans quelques mois, on n'a pas vu que peu à peu, sans rien dire, à basse intensité, elle était en train de se produire sous nos yeux maintenant. Et on le voit, on estime qu'on est à 300 km² repris par les Russes depuis le début du mois de janvier. C'est pas énorme. Pour les Ukrainiens, je crois, septembre et novembre, Kherson et Izium, ça représentait à peu près 12 000 km². Mais l'initiative est côté russe. Elle est là et ça avance tous les jours un peu plus. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Galia? Personnellement, je suis assez inquiète parce que dans l'armée ukrainienne, il y avait des rumeurs comme quoi l'offensive allait avoir lieu au printemps. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas du tout d'offensive du côté ukrainien. Et en revanche, en effet, l'initiative appartient aux Russes. Ils ont pris de nombreuses localités. Et je crois que ça correspond à cette idée qu'au moins, il faut qu'ils prennent ce qu'ils ont formellement annexé. Et donc, avant que les chars n'arrivent, avant que peut-être les avions n'arrivent, il faut prendre ce qu'on peut prendre. Il y a de plus en plus de rumeurs aussi qu'il y aurait tôt ou tard une partition du territoire. Même l'ancien conseiller du président Zelensky, Arestovitch, qui
a des dialogues quotidiens avec un avocat russe qui s'appelle Mark Feygin, qui bien sûr ne se trouve plus en Russie. Donc il a dit qu'il peut y avoir une solution à la coréenne, c'est-à-dire Corée du Nord, Corée du Sud, Donbass et le reste de l'Ukraine. Je pense que, en fait, pour venir en aide aux Ukrainiens, qui sont nos alliés, et puisque nous ne souhaitons absolument pas la victoire de la Russie, c'est crucial à quelle vitesse les chars et autres armements demandés seront livrés. Peut-être dans 2-3 mois, ce sera beaucoup plus difficile de les utiliser. Oui, solution à la coréenne. On reviendra sans doute sur le sujet pour en débattre. D'abord, est-ce que vous aussi, Jean-Dominique, vous pensez qu'on a sous les yeux l'offensive russe, qui n'est peut-être pas encore à son niveau maximum, mais en tout cas la relance de cette offensive russe? Je crois qu'on est un peu victime de nos propre représentation de ce qu'est une offensive, c'est-à-dire qu'on a des images presque cinématographiques d'une offensive, c'est-à-dire d'une chevauchée fantastique de chars qui... c'est clairement pas ça. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans la région qu'on a vue sur la carte, les forces russes poussent très fortement. Elle pousse, la semaine dernière, on s'est amusé, certains se sont amusés à calculer qu'elle poussait de 100 mètres tous les jours. Ça peut sembler pas beaucoup, mais au bout de 7 jours, ça fait 700 mètres, et au bout de 10 jours, ça fait 1 kilomètre. Sur quand même une zone d'une 50aine de kilomètres du nord au sud. Donc ils poussent, et clairement, c'est eux qui ont l'initiative de pousser. Et en face, les Ukrainiens essaient de résister à cette poussée. Ils ont manifestement du mal et donc ils reculent en partie. Donc voilà ce qu'on observe. Ce qu'on ne voit pas pour l'instant, c'est ce qu'on imagine être une offensive, c'est-à-dire une percée. C'est-à-dire qu'un jour, le front craquerait et que dans ce trou qui s'opérerait, les forces russes seraient capables de s'engouffrer et de pénétrer beaucoup plus sur 10, 20, 30 kilomètres, on n'en sait rien. Pour vous, il faut l'envisager. Enfin, Alors, la question c'est, est-ce que les Russes cherchent à faire ça? Ça, on n'en sait rien. On peut l'imaginer, d'un point de vue rationnel, le général ne me contredira pas, c'est ce qu'il faut faire. Encore faut-il en avoir les moyens. Ils ont clairement les moyens de pousser. Ils ont peut-être les moyens de percer. Ont-ils, après, les moyens d'engouffrer des forces dans ce trou qu'ils auraient fait, cette brisure, ce qu'on appelle en termes militaires d'exploiter leur percée? Logiquement, c'est ce qu'ils devraient chercher à faire. Mais on n'en sait rien. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc oui, il y a une offensive dans la mesure où c'est eux qui ont repris l'initiative et qu'ils poussent très fort. Et en face, on voit bien que c'est pas facile. Et puis, ils les poussent un peu aussi dans le sud, beaucoup moins, mais quand même, ça permet de fixer des troupes ukrainiennes qui pourraient être appelées en renfort dans le Donbass. Ils sont obligés de les maintenir dans le sud. Donc, on voit ça. Donc, est-ce que c'est l'offensive tant attendue? Je pense qu'on se piège un peu dans notre représentation de ce qu'aurait pu être ou de ce que sera peut-être une offensive. Donc prudence dans l'analyse. Oui, il se passe des choses. Les Ukrainiens ont perdu l'initiative, clairement. Oui, parce que Chloé Ridel, il y a quand même ce chiffre, 320 ou 330 000 soldats russes. Il y en avait 200 000 au début de l'offensive pour prendre tout un pays. Là, sur un front relativement limité, il fait peut-être quand même 200 km. C'est bien moins que tout un pays au début. On a cette masse de soldats qui sont déjà là et qui poussent. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'offensive. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu un tout pour le tout. C'est-à-dire qu'ils jettent des centaines de milliers d'hommes, 350 000 hommes, sur les lignes, sur le front. Et ces lignes, elles ne bougent pas tellement. Vous l'avez rappelé, 300 km², ça n'est rien par rapport à ce qu'avait réussi à conquérir l'armée ukrainienne en quelques mois à peine
à l'été et à l'automne. On a aussi des témoignages qui relatent que les soldats russes avancent parfois à découvert, sans casque. Donc on a l'impression qu'ils jettent Des comme ça pertes de la énormes charade. qui accompagnent cette poussée. Des pertes énormes qui accompagnent cette poussée, cette offensive, ce tout pour le tout, en attendant, et en attendant avec appréhension que les Occidentaux livrent les chars tant attendus. Et je pense que ça doit mettre en perspective les atermoiements qui sont les nôtres à chaque fois qu'on discute de l'envoi d'armes supplémentaires, de paliers à franchir. Si on est cohérent avec nous-mêmes, il faut envoyer toutes les armes nécessaires et rapidement, sachant que l'escalade ne sera jamais de notre fait et que nous avons par ailleurs le droit international de notre côté, puisque nous défendons un pays qui est, Bon, là, qui est un pas a injustement été agressif. franchi. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter les choses. Les Russes se concentrent en plus sur des zones qui sont potentiellement symboliques, comme Liman, un village qui avait été libéré par l'Ukraine et que là, ils menacent de reprendre. Je ne sais pas si les Ukrainiens doivent s'épuiser à tout prix pour la défense de Liman, même si c'est symbolique. Et je pense que nous, il ne faut pas contribuer à alimenter un récit russe de contre-offensive à ce stade. Est-ce Ça me paraît un peu que, prématuré. justement, les Ukrainiens ne sont pas victimes, entre guillemets, du même syndrome que les Russes, qui attachent beaucoup d'importance aux victoires symboliques, même si elles ne sont pas stratégiques? On dit beaucoup que Bakhmout, c'est ça, que Bakhmout ne débouche pas forcément sur des perspectives d'avancée colossales, mais que ça permettrait à Vladimir Poutine d'avoir une victoire pour son 24 février. Est-ce que, lorsqu'on entend ces soldats ukrainiens dire « arrêtons de défendre Bakhmout », replions-nous plutôt sur les collines alentours où on pourra faire mal aux soldats russes quand ils entreront dans la ville, mais ne tenons pas la ville pour tenir la ville, parce que nous aussi, nous perdons beaucoup d'hommes. Est-ce que ça n'est pas aussi quelque chose de nouveau? Militairement, Dominique. militairement, ils ont sans doute raison, mais ils ont tort politiquement en Ukraine aujourd'hui. Il faut bien comprendre que la ligne politique de l'Ukraine, c'est on ne cède pas 1 centimètre carré de notre territoire à l'ennemi. Et par ailleurs, on tue les Russes là où ils sont. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça, c'est la ligne politique qui est définie par le gouvernement, par Zelensky, par la direction militaire. Et c'est, pour l'instant, c'est ce qui fait consensus en Ukraine et c'est ce qui a permis depuis 1 an à l'Ukraine de résister. Donc, on ne cède pas 1 centimètre. Parfois, ça pourrait être utile de reculer pour manœuvrer. Mais ça se heurte à des choix politiques. Donc, on ne cède pas 1 centimètre carré. Et par ailleurs, élément très important dans une bataille comme ça, on tue les ennemis là où ils sont. Et donc, si on peut les massacrer là, y compris au prix de pertes élevées dans son propre camp, on le fait. Donc c'est un choix militairement dont on peut débattre. Politiquement, c'est le leur. Et jusqu'à présent, leur choix n'aura pas donné tort, puisqu'ils n'ont pas perdu la guerre pour l'instant. Oui, enfin... Mais humainement, le coût est élevé. Voilà, Clairement. La politique contre le militaire. La politique contre le militaire. C'était aussi la logique en 2014 et 2015 dans le Donbass, quand les Ukrainiens défendaient des objectifs qui n'avaient plus aucune valeur stratégique, comme l'aéroport de Donetsk. C'est aussi de cette façon qu'ils ont défendu jusqu'au bout Mariupol. Maintenant, il faut quand même dire une chose et rappeler une chose, c'est que formellement, avant la guerre, la population de l'Ukraine était de l'ordre de 44 millions. Aujourd'hui, on évalue la population qui se trouve sur place à 30-35 millions. Et il y a beaucoup de gens, essentiellement femmes et enfants, bien sûr, qui ont quitté le pays, mais il y a aussi des millions qui ont été déportés des territoires occupés par les Russes, ce qui fait en clair que la Russie a pratiquement 4,5 fois ou 5 fois plus d'habitants que l'Ukraine. Ce qui veut dire aussi que le potentiel de l'armée ukrainienne, potentiel humain, et peut-être pas 1 à 5, mais il est certainement beaucoup plus faible que le potentiel russe. Et dans ces conditions, je me demande, est-ce qu'il faut vraiment défendre Bakhmout jusqu'au bout? Parce que dans cette guerre, nous avons vu, il y avait quand même
de nombreuses localités et pas des localités petites comme Bakhmout, beaucoup plus importantes, qui ont changé de main, où les Russes ont pu gagner. Ensuite, ils ont été obligés de laisser. Le dernier, bien sûr, grand exemple, c'est Kherson. Donc, en soi, je ne vois pas de drame énorme. Je pense que je suis plutôt d'avis que, oui, l'Ukraine, qui a moins de potentiel humain, doit quand même préserver ses forces. Ceci dit, plus rapidement, ils auront, encore une fois, c'est un peu ma marotte, plus rapidement, ils auront les chars, peut-être les avions de combat, le renforcement du système de défense antiaérienne, etc., plus ils pourront reprendre l'initiative. Bon, je voudrais aussi vous montrer qu'il s'est passé quelque chose d'important, peut-être en Lettonie, avec visiblement les Russes qui appliquent contre des pays de l'OTAN ce que les Ukrainiens appliquent en Russie. On va voir ça dans un instant, mais simplement une question. Est-ce que compte tenu de cet état de fait, c'est-à-dire qu'on a sous les yeux la relance de l'offensive russe, même si elle n'est pas présentée comme telle, même si elle n'est pas complètement aboutie, est-ce qu'il y a un danger existentiel pour l'Ukraine à travers ce front-là qu'on observe? Ou est-ce qu'on n'en est pas là? Personnellement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que il faut revenir aussi à la suite de ce que disait Jean-Dominique tout à l'heure. Il faut échapper aux réactions un peu affectives pour considérer les réalités. Quelles sont les réalités dans une confrontation entre deux armées sur une ligne de front? C'est un rapport de force. Quel est le rapport de force aujourd'hui? On voit qu'il y a une supériorité numérique des Russes par rapport aux Ukrainiens en l'état actuel des facteurs. Mais quand on regarde la ressource disponible, on a parlé de 300 et quelques mille Russes en Ukraine, avec sans doute 200 000 derrière qui se préparent. Mais de l'autre côté, les chiffres que j'ai eus côté ukrainien, c'est 600 000 personnes qui sont prêtes à faire la guerre, et ça pourrait aller jusqu'à 1 million. Parce que justement, ils sont chez eux et qu'il y a une disponibilité qui est très supérieure à celle des Russes. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser... c'est une guerre qui dure et qui va durer. Et donc, il ne faut pas se laisser abuser par la situation d'un jour ou même d'une semaine. Oui, je pense que, personnellement, je serais très étonné que les Ukrainiens perdent le contrôle en l'état actuel des facteurs et qu'ils subissent un renversement, voire une percée, comme ça a été dit par Jean-Dominique tout à l'heure. Bon, c'est très intéressant. Vous avez le même sentiment, Chloé Ridel? Oui, il n'y a pas péril en la demeure. J'ai le même sentiment. Je ne souhaite pas que cette guerre dure éternellement. C'est pour ça que je suis partisane qu'on envoie le plus d'armes possible pour que un rapport de force se crée favorablement pour l'Ukraine et qu'on puisse éventuellement en arriver à des négociations. Mais je pense que plus cette guerre dure et plus nous avons intérêt à soutenir l'Ukraine, cette démocratie qui, dans les confins de l'Europe, arrive à résister face à une puissance impérialiste. Et au contraire, moins la Russie, elle, a d'intérêt à s'empêtrer dans ce qui est une guerre coloniale pour elle. Et on sait que ça ne se finit jamais bien. Parce qu'on n'a pas intérêt à vouloir conquérir et annexer un pays qui, en réalité, fait preuve de résistance et va vous coûter énormément humainement et en argent pour le maintenir sous sa coupe. Donc je pense que nos intérêts... nous, on a intérêt et de plus en plus à soutenir l'Ukraine, alors que la Russie a de plus en plus, finalement, intérêt à se retirer